Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre en place une architecture avancée. Dans notre cas que l'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, ça va être le cas dans lequel on a un One Agent que vous pouvez voir ici sur ce schéma. Donc vous avez plusieurs One Agents qui sont séparés des différents ActiveGate, des différents clusters par un NAT. Et dans notre cas d'exemple, on a carrément une double translation d'adresse IP. On va revenir là-dessus. Mais avant d'aller plus loin, sachez que ce qui est recommandé par Dynatrace dans ces cas de figure, c'est au sein, par exemple, de votre fournisseur, donc c'est votre SI qui est externalisé. Ce que Dynatrace recommande, c'est de mettre un ActiveGate à ce niveau, au sein de votre fournisseur. Ça, c'est aussi des choses qu'on avait déjà expliquées dans la présentation, dans une précédente vidéo sur l'architecture Dynatrace, mais il va arriver des scénarios dans lesquels vous ne pourrez pas déployer des ActiveGate chez votre fournisseur. Ça, c'est pour des raisons contractuelles, c'est pour des raisons d'organisation chez votre fournisseur. Mais si vous travaillez avec des grands fournisseurs tels que de l'Amazon, de l'Azure, de l'OVH, vous êtes en capacité de déployer des ActiveGate au sein de ces différentes plateformes. Mais il va arriver que vous allez travailler avec des petits fournisseurs où au niveau organisationnel, ils ne pourront pas vous mettre à disposition cette capacité. Et c'est ce cas spécifique que l'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le détail de sa mise en place, il y a des choses sur lesquelles il faut que je revienne. Je dois revenir sur l'utilisation du One Agent. Dans une précédente vidéo que je vous invite aussi à aller regarder de nouveau parce que ça va être un prérequis pour bien comprendre ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'il y a des caractéristiques qui sont déjà préconfigurées au niveau du One Agent. Et c'est ça une des forces de Dynatrace, c'est que lorsque vous récupérez son agent, vous avez juste à l'exécuter et automatiquement les données vont remonter. Ça, c'est simplement dû au fait que dès le moment que vous allez récupérer l'agent Dynatrace, Dynatrace va automatiquement préconfigurer les différents éléments. Et comme on l'avait vu dans les différentes vidéos, donc je vous invite à vous abonner parce que lorsque je fais des vidéos, c'est pour répondre à des problématiques, c'est pour répondre à des questions. Et donc, les questions auxquelles je réponds, souvent, je veux m'appuyer sur des précédentes vidéos. C'est pour ça que c'est important de vous abonner pour pouvoir garder ce fil d'explication. Si je reviens déjà sur notre schéma, je ne m'occupe pas de la partie fournisseur, je m'occupe de la partie interne du SI de l'entreprise. Ce qui est recommandé par Dynatrace, c'est d'installer votre cluster Dynatrace. Bien évidemment, comme on parle de cluster, il faut penser à la haute disponibilité, donc il faut la redondance. Donc ici, j'ai schématisé en disant sur la console Dynatrace, mais on sait que en sous-jacent, c'est plusieurs clusters, plusieurs machines qui vont contribuer à former ce cluster. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est très important. On va revenir là-dessus quand on va entrer dans les détails de la présentation. Donc, à ce niveau, on a le cluster où on va stocker toutes nos données qu'on aura collectées. On avait aussi vu que ce qui est recommandé par Dynatrace, c'est que si vous avez par exemple ici un environnement de hors-prod, Dynatrace vous recommande de créer un ActiveGate. Les ActiveGate dans le monde Dynatrace, c'est comme des proxys, mais un peu plus, puisqu'ils vont être là comme concentrateurs. C'est-à-dire, tous les agents Dynatrace qui vont être au sein de cet environnement ne vont pas communiquer directement avec la console, mais ils communiqueront avec l'ActiveGate qui est dans leur zone. Et donc, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on recommande donc d'avoir un ActiveGate si vous avez un environnement de hors prod, ou de créer un ActiveGate pour l'environnement de prod. Et puis, bien évidemment, si vous avez plusieurs sous-environnements, ce qui est recommandé, c'est créer des ActiveGate par environnement. Et bien évidemment, ce n'est pas découpage. Ce qui est aussi fait, c'est que Dynatrace, quand on parle d'ActiveGate, Dynatrace a 3 niveaux d'ActiveGate. Le premier niveau d'ActiveGate, c'est ce qu'on va appeler les ActiveGate. Donc, c'est ce que j'ai abrégé AG. Donc, vous avez AG, AG. Donc, le premier niveau d'ActiveGate, c'est ce qu'on appelle les ActiveGate de type environnement. Donc, c'est ce dont je viens de parler. Vous avez un environnement, vous mettez un ActiveGate de type environnement. Le deuxième niveau d'ActiveGate, c'est ce qu'on va appeler les ActiveGate du type cluster. Et beaucoup, souvent, font les confusions. On va parler d'ActiveGate cluster, ils vont confondre avec le cluster Dynatrace. C'est deux notions totalement différentes. Donc, l'ActiveGate cluster, son nom vient du fait qu'il se met en cluster, c'est-à-dire que quand vous allez configurer votre environnement, cet ActiveGate cluster aura comme fonction de rassembler les données de plusieurs ActiveGate de type environnement. Et donc, dans le fonctionnement de Dynatrace, les ActiveGate de type environnement, c'est des ActiveGate de niveau 1. Et donc, ils sont conçus pour envoyer à un niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est l'ActiveGate de type cluster.
Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Parce que cet ActiveGet, par exemple, de AllProd, ne peut pas envoyer ces données à un cluster de type environnement de prod. Parce que Dynatrace, une fois de plus, vous le dit, un ActiveGet ne peut communiquer avec un ActiveGet de niveau supérieur. Et donc, un ActiveGet de type environnement, c'est de niveau 1. Et l'ActiveGet de type environnement de prod, c'est aussi de niveau 1. Donc, ces deux ne sont pas en capacité. Et donc, dans l'organisation de Dynatrace, c'est que ces deux ActiveGet doivent donc envoyer un cluster de niveau supérieur. Et en l'occurrence, dans notre cas, ça va être donc l'ActiveGet de type cluster qui va être fait ce travail de concentrateur. Après, une fois que l'ActiveGet aura donc rassemblé toutes ces données, il va donc les envoyer vers notre console. Mais ça pose un problème. Le problème est le suivant. Quand Dynatrace va, du moins le OneAgent de l'environnement de AllProd va renvoyer ces données vers son ActiveGet, on sait que c'est des données de AllProd. Quand le OneAgent de prod va envoyer ces données vers l'ActiveGet de type prod, on sait que c'est de la donnée de prod. Mais comme vous remarquez sur ce schéma, les données aussi bien de prod que les données de AllProd vont se retrouver dans l'ActiveGet de type cluster. Et donc, à ce niveau, on va avoir donc un mélange de données de prod et de AllProd. Et donc, c'est pour cela que j'ai décidé de refaire cette vidéo parce que dans les précédentes vidéos, je pensais que c'était très clair, mais apparemment, au vu des questions, ce n'est pas aussi clair. Et donc, quand les données arrivent dans ce cluster, de cet ActiveGet de type cluster, Dynatrace a besoin d'identifier les données pour que chaque donnée arrive au bon endroit. Et ça, Dynatrace l'identifie avec ce qu'on va appeler le tenant ID. Donc, chaque fois qu'un agent va envoyer à son cluster, donc même l'agent a déjà l'information du tenant. Donc, et c'est ça qui permet que cet agent peut même se passer de ce cluster ActiveGet de type environnement, cet ActiveGet de type environnement et directement renvoyer à la console parce que c'est depuis l'agent, le OneAgent, qu'on a l'information sur le tenant. Et ça permet que peu importe le nombre de couches d'ActiveGet qu'on va traverser, Dynatrace saura que cette donnée correspond à la donnée de prod, de AllProd, de recette et d'intégration. C'est parce que au sein du OneAgent, on a l'information sur le tenant. On n'a pas l'information sur l'ActiveGet, mais on a l'information sur le tenant. Et c'est ça qui permet que peu importe le nombre de couches. Et c'est pour cela que vous allez venir dans certaines entreprises, vous verrez qu'on a mis des ActiveGet de type environnement, on a mis des ActiveGet de type cluster, et on verra aussi c'est quoi les ActiveGet de type embarqué. Donc, vous pouvez avoir ces trois niveaux d'ActiveGet. Et donc, pour que les données se retrouvent toujours au bon endroit, chaque information, chaque agent a l'information sur le tenant et ça permet que les données de prod se retrouvent bien dans Dynatrace, dans l'environnement de prod, que les données de recette se retrouvent bien dans l'environnement qui correspond à la recette. Et ça, Dynatrace le gère avec une notion qu'on appelle le tenant ID. Donc, si je veux continuer mon explication, donc j'ai dit on avait les ActiveGet de premier niveau, c'est les ActiveGet de type embarqué. On a les ActiveGet de deuxième niveau qu'on appelle les ActiveGet de type cluster. Et on a les ActiveGet de troisième niveau. Ça, je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, mais je reviens dessus parce que les gens pensent qu'il n'y a que deux niveaux, mais en fait, il y a trois niveaux. Pourquoi est-ce que ce troisième niveau est important? Parce que dans certains scénarios, vous aurez des machines que je vais appeler des machines flottantes. Une machine qui n'est pas forcément rattaché à l'environnement. Ça peut être que l'entreprise a décidé de tout mélanger. Quand je dis tout mélanger, c'est de ne pas créer des ActiveGet de type environnement. Et donc, il décide que c'est chaque agent qui va directement envoyer des données au cluster. Mais le cluster Dynatrace n'est pas conçu pour recevoir la donnée. Et donc, lorsque vous allez penser que vous envoyez les données directement au cluster, non. Les données ne sont jamais envoyées au cluster. Les données, quand vous faites une connexion directe vers votre cluster, en fait, vous êtes en train de faire une connexion vers ce qu'on appelle les ActiveGet embarqués. Et donc, pour retenir, un cluster Dynatrace ne sait pas recevoir la donnée. Et donc, quand vous envoyez les données en direct, donc vous n'avez pas des ActiveGet de type environnement, vous n'avez pas des ActiveGet de type cluster, ne pensez pas que vous envoyez vos données à la console, vous êtes en train d'envoyer aux ActiveGet de type embarqué qui sont des ActiveGet de troisième niveau. Et donc, ce qu'il faut retenir et que j'ai essayé de mettre en exergue, ça avait déjà été aussi mis en exergue sur la précédente vidéo au niveau de l'architecture que je vous réinvite à aller regarder, c'est que, je l'ai bien précisé, quand vous êtes sur les ActiveGet de premier niveau, c'est-à-dire les ActiveGet de type environnement, leur port par défaut c'est le 9999.
Quand vous êtes sur les ActiveGate de type cluster, le port par défaut, c'est le même, c'est le 9999. Pourquoi est-ce que je parle de ces notions? Vous allez voir où est-ce que vous allez retrouver ces différentes notions. Et puis, quand vous êtes sur les ActiveGate de type embarqué, eux, par contre, ils n'ont pas le même port par défaut. Donc, ils ne tournent pas sur le port 9989, mais ils tournent sur le port 8443. Et c'est comme ça que vous allez remarquer que l'agent Dynatrace, donc même si vous décidez de ne pas utiliser les ActiveGate de type environnement, les ActiveGate de type cluster, en fait, si vous regardez la configuration du OneAgent, vous allez voir qu'il n'envoie pas ces données sur le port 443, qui est le port par défaut de votre console Dynatrace, mais il va envoyer sur le port 8443. Et c'est ça qui vous permet de savoir que votre OneAgent communique plutôt avec des ActiveGate de type embarqué. Donc, si vous devez retenir une chose, et ça c'est très important pour ceux qui veulent passer les certifications, les ActiveGate de type de niveau 1 et 2 sont par défaut sur 9999 et il y a un troisième type d'ActiveGate de niveau 3 qui est les ActiveGate de type embarqué qui écoutent sur le port 8443. Ça, c'est des questions qui arrivent lorsque vous passez la certification Dynatrace. Et c'est aussi cette compréhension que vous devez avoir pour pouvoir bien vous en sortir quand vous passez les différentes certifications Dynatrace. C'est des détails, mais quand on arrive au niveau de la certification, c'est des questions qui deviennent importante. Donc, si je vais continuer mon explication, donc comme on l'a dit, vous pouvez avoir ce découpage en ActiveGate ou bien vous pouvez faire des liaisons directes. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que, comme je l'ai dit, quand vous allez vouloir installer le OneAgent, ça c'est une des forces de Dynatrace, c'est que quand vous installez le OneAgent, il a déjà toute son organisation. Donc, quand vous allez récupérer l'agent Dynatrace, il a déjà dans sa mémoire cette organisation qui vont lui permettre de savoir que je pousse plutôt vers un ActiveGate de type environnement, je pousse plutôt vers un ActiveGate de type cluster, je pousse plutôt vers un ActiveGate de type embarqué. Ça, c'est parce que quand vous générez l'agent Dynatrace, et c'est pour ça que je précise bien lorsque vous générez. Quand vous prenez d'autres solutions, telles que du Firebit, on ne dit pas qu'on génère, on dit qu'on télécharge. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand vous prenez le Firebit, vous devez le télécharger et ensuite le configurer pour qu'il vous dise tu envoies des données à gauche ou à droite. Alors que quand vous générez, et vous allez comprendre devant pourquoi est-ce que je parle de générer, parce que quand vous voulez installer le OneAgent et qu'il envoie ces données directement dans l'environnement de recette par exemple, ou de hors prod ou de prod, en fait, quand vous êtes dans la console Dynatrace, vous devez aller dans le bon environnement. Donc, si je suis en train de vouloir instrumenter une machine de recette, il faut que j'aille dans l'environnement Dynatrace qui correspond à la recette. Et c'est une fois que je suis dans cet environnement que je demande à Dynatrace de me générer l'environnement. Et c'est par ce processus de génération que Dynatrace va rajouter ces informations pour dire, ah, on a généré cet agent dans l'environnement de recette, donc je prépositionne tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne en identifiant l'environnement de recette. Si vous devez le faire dans l'environnement de prod, donc n'allez pas télécharger l'agent dans l'environnement de recette et vous allez l'installer sur une machine de prod. C'est possible, on verra qu'il y a des adaptations que vous pouvez faire, mais la recommandation de Dynatrace, c'est télécharger l'agent au bon endroit. Et donc, c'est comme ça que quand vous allez être en train d'installer les agents pour de la prod, ils connaîtront déjà que je dois envoyer vers l'ActiveGate de prod ou bien si dans votre architecture que vous avez mis au niveau de votre cluster, vous n'avez pas déployé les environnements de type cluster, des environnements de type environnement, il n'aura pas de pré-renseignement de ces informations. Et c'est comme ça que, automatiquement, Dynatrace saura que je dois envoyer les données vers l'ActiveGate de type embarqué. Et donc, je vais revenir dessus plus tard, mais vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes au sein de votre entreprise, donc vous comprenez que j'ai généré et donc dans l'agent, j'ai mis soit l'IP, soit j'ai mis le nom DNS, ce qui est recommandé sur le même nom DNS. Ça permet que si demain vous changez les noms, vous n'avez pas besoin de remodifier tous vos agents. Et donc vous comprenez que quand vous restez au sein de votre environnement, cela ne pose pas de problème parce que quand vous allez contacter un nom DNS, votre environnement pourra faire les résolutions qui vont bien. Tout fonctionne bien. Mais imaginez le scénario que désormais maintenant, vous avez votre fournisseur qui est là sur la gauche. Vous avez votre fournisseur et en réalité, chez votre fournisseur aussi, vous pouvez avoir un environnement de hors prod et un environnement de prod. Et donc, vous comprenez que l'agent que vous avez utilisé ici, vous aurez tendance à récupérer le même binaire
pour venir le mettre ici. Et donc, vous allez espérer que la donnée va pouvoir remonter via ce canal jusqu'à arriver dans votre console. Mais le problème, c'est que quand la console Dynatrace va générer vos agents, je ne parle de la console, ça peut aussi être bien l'API. En général, on récupère même plutôt via l'API. C'est l'API, quand elle va vous fournir l'agent, elle va renseigner les noms DNS qu'elle connaît. Et les noms DNS qu'elle connaît, les noms DNS ou les IP qu'elle connaît, c'est ce que vous avez défini ici. Mais ici, vous avez des IP qui correspondent donc à de l'interne. Et donc, vous remarquez donc que si vous mettez cet agent ici, il va essayer d'appeler l'IP qu'il connaît qui est renseigné en dur. Et ça ne marchera pas pour plusieurs raisons. Parce que déjà, en général, les noms DNS, c'est ce qu'on va appeler les noms DNS internes. Donc, ça va être des résolutions internes. Donc, si vous venez le résoudre à ce niveau, il ne trouvera jamais son chemin. Tout simplement parce que ça va être du resettième point local, ça va être du EDF point local. Vous voyez, c'est un DNS interne. Et donc, comme là, je suis en externe, ça ne pourra pas fonctionner. Et les gens s'étonnent que pourquoi est-ce que j'installe mon agent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout simplement parce que lorsque on va faire une tentative de résolution, ça ne marchera pas. Et donc, ce qui va donc se passer, c'est que nous, en plus de ne pas avoir ce problème de résolution, je vous ai dit, entre l'entreprise et le fournisseur, on a une liaison spécialisée. Et chacun de son côté, pour protéger ses IP, a décidé de faire un NAT. Ça peut être un simple NAT, mais dans ce cas, vous avez la plage d'IP de votre fournisseur et vous avez la plage d'IP de votre entreprise. Ça, c'est les équipes de sécurité qui aiment souvent faire ça parce que ça permet de protéger ces plages d'IP. Le fournisseur ne voit pas mes plages d'IP. Et donc, souvent, on se retrouve dans des liaisons spécialisées avec un double NAT. C'est-à-dire, le fournisseur, lorsque les IP sortent, ça sort avec une IP qui ne correspond même pas à ces IP. Et quand ça rentre ici, le fournisseur fait aussi une nouvelle conversion. Et donc, entre l'IP qu'on a ici, vue d'ici, elle est différente, et l'IP qu'on voit en sortie, elle est aussi différente. Ça, c'est ce qu'on va appeler un double NAT. Et donc, ça complexifie d'autant plus notre architecture. Et donc, vous comprenez que pour réussir à faire cette liaison, il y a des choses qu'il faut comprendre au niveau du fonctionnement du OneAgent. Et ça, on l'avait déjà expliqué dans les précédentes vidéos. On avait vu les notions de -7 serveur, -7 proxy. Par exemple, ici, vous remarquez qu'en plus d'avoir cette liaison sous forme de NAT, on a aussi un proxy. On avait déjà vu que vous avez l'option -7 proxy qui vous permet, lorsque vous déployez l'agent, de lui dire « Ah non, fais attention, quand tu vas vouloir aller vers l'extérieur, il faut passer par le proxy. » Donc, vous comprenez que entre cet agent qui n'a pas de proxy et cet agent qui est d'un environnement qui est un proxy, vous comprenez donc que même pour le même binaire, rien que le déploiement ici, on va le déployer sans option, alors qu'ici, on va devoir le préciser en -7 proxy pour lui dire de prendre en compte le proxy. L'autre chose aussi, c'est que, comme je l'ai dit, ce cas ne répond pas au cas des gros hébergeurs Amazon parce que dans ce genre d'hébergeur, ce qui va être recommandé, c'est de mettre un ActiveGate ici. Nous, on est dans le scénario où vous n'êtes pas en capacité, vous n'avez pas les moyens de le faire. Et donc, on va voir comment est-ce que vous pouvez contourner cela. Donc, ne confondez pas des cas d'usage. Et donc, vous comprenez que on va définir ce qu'on va appeler le -7 serveur. Pourquoi est-ce que le -7 serveur est important? Parce que vous comprenez donc que pour que l'agent ici sache que quand je vais envoyer mes données, je n'envoie pas vers mes ActiveGate classiques. Donc, on va démarrer l'agent, mais on va lui fournir des options de type -7 serveur et dans lesquelles on va lui dire que tu dois prendre cette information et cette autre information. Et donc, avant de revenir sur ces options, je vais déjà vous présenter ce que vous pouvez avoir lorsque vous récupérez un agent. Donc, pour des raisons de confidentialité, j'ai décidé de ne pas faire un cat en direct. Ça me permet de ne pas afficher des informations sensibles. Mais ce que vous allez remarquer, c'est ce que j'ai essayé de vous mettre ici. Je vais un peu essayer de zoomer. Et donc, quand vous êtes à ce niveau, donc quand vous faites par exemple récupérer par exemple un agent, bon j'ai pris le cas Linux parce que c'est un très bon cas puisque je peux lire le binaire que je télécharge. Donc, lorsque vous récupérez le binaire, quand vous décidez par exemple d'afficher les 100 premières lignes, vous aurez des informations de ce genre, les SIF là. Et donc, quand vous allez regarder, vous allez voir que dans ces éléments que vous allez trouver en en-tête de l'agent, vous allez avoir les dossiers par défaut.
les configurations par défaut. Où est-ce que le Dynatrace va s'installer par défaut? Où est-ce que le Dynatrace va mettre par défaut ses logs? Où est-ce que le Dynatrace va mettre ses fichiers? Ça, c'est dans l'entête de l'agent que vous retrouverez toutes ces informations par défaut. On verra aussi que toutes ces informations, vous pourrez les paramétrer. Mais déjà, le OneAgent, de par son fonctionnement, et c'est ça qui rend l'agent Dynatrace autonome, c'est que dès que vous le générer, c'est pas comme les autres agents, c'est que Dynatrace, on va le voir tout de suite, c'est que Dynatrace a son binaire qui correspond à une version bien précise que vous retrouverez ici. Donc, pour une version bien précise, Dynatrace a son binaire qui va être le même dans toutes les entreprises. Mais pour que l'agent soit autonome, Dynatrace va rajouter des informations dans ce binaire et c'est ça qui va permettre que pour la même version, il se comporte d'une certaine manière dans l'entreprise A et d'une autre manière dans l'entreprise B. Et donc, quand vous regardez plutôt, en regardant plutôt l'entête, vous aurez plutôt ces informations que j'appelle les informations par défaut. Comment est-ce que Dynatrace va installer, dans quel dossier, s'il faut aller voir la documentation, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que vous allez plutôt voir dans les entêtes. Ça, c'est bien, mais ça ne nous donne pas des informations supplémentaires. Ce n'est pas ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, vous allez plutôt le retrouver lorsque vous allez faire plutôt un tel. Donc, vous faites un tel pour afficher plutôt la fin du fichier. Et donc, on a vu, vous avez déjà le premier bloc qui est un peu le bloc de dessus, où on va mettre des variables par défaut. Vous aurez un autre bloc qui va être vraiment le code de l'agent. Et bien évidemment, pour des raisons de secret professionnel, comment est-ce que l'agent fonctionne, vous ne pourrez pas voir parce que Dynatrace l'aura codé. Donc, vous aurez une partie, si vous explorez le fichier, vous allez voir qu'il y a une partie qui va être codée. Donc, vous ne pourrez pas le lire. Et puis, nous, c'est plutôt la fin qui va commencer à la partie signed. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? Donc, une fois de plus, vous avez un bloc. Parce que, comme on l'avait aussi expliqué, lorsque vous récupérez l'agent Dynatrace, pour des raisons de sécurité, vous pouvez vous retrouver à avoir des compromissions. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une partie signature qui permet que quand vous récupérez l'agent, que vous puissiez tester sa signature. Et donc, c'est pour cela que Dynatrace vous a remis aussi dans l'agent cette partie qui va être utilisée pour que lorsque vous allez lancer la commande de test de la signature de votre agent, vous pourrez le vérifier à ce niveau. Mais ce qui nous emmène dans cette vidéo concrètement, c'est les toutes dernières lignes de notre agent. Et cette dernière ligne, c'est ce qu'on va appeler la ligne parameters. Ça, c'est la partie indispensable. Vous ne pouvez pas construire des architectures avancées si vous ne comprenez pas comment est-ce que cette partie parameters de OneAgent fonctionne. Et donc, on va sans plus tarder essayer de décortiquer. Quand j'ai présenté l'architecture, je vous ai dit, quand on récupère l'agent pour de la prod, on avait ce qu'on appelait le tenant ID. Et c'est cette information qui permet que lorsque le OneAgent d'une machine de prod va collecter les données, il va s'assurer que ces données se retrouvent sur l'environnement de prod. Et ça, c'est fait grâce à une information qu'on appelle le tenant ID. Et donc, quand vous récupérez l'agent Dynatrace, cette information sera pré-remplie. C'est ce qu'on va appeler le -set tenant ID qu'on va voir devant, que vous pouvez surcharger. Ça permet que le même binaire, vous pouvez l'utiliser pour la prod et la hors prod, mais il faudra penser à le surcharger. Et Dynatrace fait cette surcharge à votre place si vous organisez bien vos environnements. Mais on va aussi revenir devant sur à quoi correspond, où est-ce que je retrouve mon tenant ID. Quand vous êtes sur un environnement Dynatrace de type managed, donc celui que vous installez au sein de votre entreprise, vous l'aurez après le domaine. Donc vous aurez après le domaine. Mais quand vous allez travailler plutôt sur un environnement de type cloud, vous aurez plutôt dans le domaine le tenant ID. Donc, c'est comme ça que vous pouvez savoir à quel tenant ID est-ce que votre agent va envoyer ses données. À côté de ça, vous aurez le tenant token. Et ça, c'est une notion que beaucoup de personnes confondent. Quand vous avez, si vous prenez la vidéo par exemple, je vous invite à revoir cette vidéo sur comment est-ce qu'on récupère l'agent et comment est-ce qu'on l'installe. Dans cette vidéo, je vous ai parlé que pour pouvoir récupérer, il vous faut un token. Et donc, beaucoup de personnes confondent le token que vous allez utiliser pour télécharger l'agent et le tenant token. C'est quoi le tenant token? Le tenant token, comme son nom l'indique, il fonctionne avec le tenant. En fait, le token que vous avez utilisé pour télécharger, ce n'est que le token qui vous autorise à vous connecter à la console et récupérer l'agent. Mais ce token-là n'est pas celui que Dynatrace va utiliser, du moins que le OneAgent va utiliser quand il va vouloir envoyer les données dans Dynatrace.
Et ça, c'est l'information que Dynatrace aura besoin pour s'authentifier, donc pour pouvoir se connecter à son environnement. Et ça, c'est le tenant token. Donc ne confondez plus le tenant token et un token que vous allez générer pour faire appel à l'API. Faites bien la différence. Nous, pour télécharger l'argent, on a généré un token qui va nous permettre de nous connecter à l'API. Mais quand Dynatrace, via son OneAgent, va collecter les données CPU, RAM, application, ROM et tout ça, il ne va pas passer par l'API. Il va passer par des ActiveGet. Et pour passer par les ActiveGet, il va s'authentifier via son tenant token. Donc, ne confondez plus ces deux éléments. Bien évidemment, certains vont me dire, oui, de plus en plus d'entreprises ont décidé de faire de l'open télémétrie. Quand vous faites de l'open télémétrie, à ce moment, oui, vous allez passer par l'API Dynatrace, parce que OpenTelemetry, quand vous voulez utiliser Dynatrace en mode OpenTelemetry, vous devez y passer par les API. Et bien évidemment, il ne faut pas confondre le tenant token et le token d'API. Le token d'API, c'est le token qui vous autorise à vous connecter à l'API, alors que le tenant token, c'est le token que votre OneAgent va utiliser pour rapatrier ces données et donc pouvoir s'authentifier dans votre console. Et donc, comme on l'a dit, si vous décidez de changer le token, donc de changer le tenant ID, donc si vous envoyez vos données vers la prod et vous décidez que non, désormais je change le token pour qu'il envoie plutôt en hors prod, vous comprenez donc qu'il vous faudra donc changer. C'est pour cela que on va toujours vous dire le tenant et le tenant token fonctionnent toujours de pair, parce que c'est le premier identifie l'environnement et le deuxième donne l'autorisation d'accéder. Donc, quand vous modifiez l'un, en général, vous allez modifier l'autre parce que les tokens ne sont pas les mêmes entre environnements. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce qui nous amène dans cette question d'architecture, c'est le bloc qui est au-dessus, le -7 serveur. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, le -7 serveur, ça vous permet de changer l'URL de destination de votre configuration. Et donc, quand vous êtes en train de faire cela, on va revenir sur l'interface pour que vous voyez bien comment est-ce que ça se présente, mais je vais déjà expliquer comment est-ce que le OneAgent l'a reparti. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que quand vous travaillez avec Dynatrace, vous avez 3 types d'ActiveGet. Donc, je rappelle, les ActiveGet de premier niveau, qui sont les ActiveGet de type environnement. Vous avez les ActiveGet de deuxième niveau, qui sont les ActiveGet de type cluster. Vous vous souvenez ce que j'avais dit? Leurs IP, leur port, c'est du 9999, que ce soit environnement ou cluster. Et je vous avais aussi dit que vous avez les ActiveGet de troisième niveau, qui sont les ActiveGet embarqués. Et donc, comment est-ce que le OneAgent vous représente ces informations? Parce que vous comprenez bien que l'un, on peut se passer de certains, et donc Dynatrace a besoin d'avoir cette organisation. Et donc, quand vous générez le binaire de votre agent, donc cette information est déjà enregistrée. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de compiler. Donc, vous remarquez donc ici, on a donc l'option -7 serveur. On reviendra sur la documentation comme vous installez l'agent pour faire votre -7 serveur. Et donc, quand vous le faites, vous remarquez qu'ici, il y a une accolade qui s'ouvre. Donc, je vais aller à la ligne pour que vous compreniez bien. Et donc, quand j'avance au niveau de ma ligne, vous voyez qu'elle est très longue. Vous voyez, l'accolade se ferme à un certain niveau. Donc, je vais donc faire une nouvelle ligne ici. Et donc, j'ai de nouveau une accolade qui s'ouvre. Et donc, ensuite, j'ai mon accolade qui se ferme ici. Et donc, vous comprenez donc que on a 3 niveaux. Et donc, vous comprenez que quand vous allez générer, si vous faites par exemple un tel sur votre fichier, et vous regardez la section parameters, vous allez retrouver comment est-ce que le OneAgent garde cette information sur cette organisation, sur cette hiérarchie. Et donc, c'est comme ça que Dynatrace peut prioriser les envois. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un ActiveGet, le OneAgent, son mode de fonctionnement, c'est qu'il faut que j'envoie vers l'ActiveGet de plus bas niveau. Et donc, si vous avez configuré un ActiveGet de type environnement et vous avez configuré un ActiveGet de type cluster, le OneAgent, de par son fonctionnement, va essayer d'envoyer vers le plus bas niveau. Et ça, c'est son fonctionnement par défaut. Et donc, c'est pour cela que vous remarquez que dans la partie -7 serveur, vous avez donc 3 niveaux qui représentent nos 3 niveaux d'ActiveGet. Et donc, quand vous regardez donc désormais, vous remarquez donc bien que vous avez donc notre port par défaut, donc
la première ligne, donc elle va correspondre en réalité, ça va donc être un ActiveGet de type environnement. Et donc ici, Dynatrace va renseigner l'ensemble des ActiveGet de type environnement qui correspondent à l'environnement où vous avez généré la donnée. Donc vous pouvez avoir sur votre ActiveGet de, si je reviens sur mon schéma pour que ce soit bien clair. Donc ici, j'ai schématisé. Donc là aussi, vous pouvez en avoir plusieurs justement pour garantir cette haute disponibilité. Et donc, vous comprenez que ici, vous pouvez avoir plusieurs. Et donc, la liste que j'ai commencé à vous présenter, c'est parce que sur cet ActiveGet, on en a mis plusieurs. Et c'est comme ça que les OneAgent ont l'information sur l'ensemble des ActiveGet de type environnement, et c'est comme ça que le OneAgent va faire cette répartition. La deuxième chose à savoir, et ça aussi c'est important quand vous allez passer les certifications, c'est que le OneAgent ne sait pas faire du round robin. Faites attention, le OneAgent, ce n'est pas parce que ici vous avez créé carrément un cluster dans lequel vous avez mis 3, 4, 5 ActiveGet que le OneAgent va faire du round robin. Ce que le OneAgent va faire, c'est que de tous les ActiveGet qu'il va pouvoir trouver, le OneAgent, à un instant, il va toujours s'accrocher à un seul et même ActiveGet. C'est-à-dire que ici, si sur ce cluster-là, vous avez 5 ActiveGet et que à un instant T, cet OneAgent a envoyé peut-être au quatrième, en cours de route, il ne va pas switcher pour commencer à envoyer au troisième. Non, il va envoyer au quatrième. Bon, maintenant, bien évidemment, si ce quatrième devient dysfonctionnel, à ce moment, il fera ses opérations de bascule. Et ça, lorsque vous allez faire, par exemple, on va revenir dessus, vous allez utiliser, par exemple, la commande -get server, qui est l'opposé de ce qu'on a vu tout à l'heure, -set server. Donc, pour dire affiche-moi les destinations qui sont configurées pour que tu envoies, vous verrez qu'il y a un sur lequel Dynatrace va mettre une astérix. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir un instant T vers lequel est-ce que Dynatrace envoie. Ça, c'est très important. C'est aussi des choses qui reviennent pendant les certifications. Et c'est comme ça que les gens échouent les certifications, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le détail des choses qu'ils font. Donc, si je veux revenir sur mon explication. Donc, on a le premier bloc entre crochets qui représente donc les ActiveGet de type environnement. Et donc, vous avez compris, ici, on va donc retrouver tous les ActiveGet. Ça, la console, lorsqu'elle génère l'agent, automatiquement, si un ActiveGet correspond à l'environnement dans lequel on a généré l'agent, va être donc embarqué. Et donc, je vous ai dit, votre élément était composé de 3 blocs. Et donc, le deuxième bloc, comme vous le comprenez donc par mécanisme, ça va donc être ce qu'on va appeler les ActiveGet de type cluster. Et donc, le fonctionnement de Dynatrace, il est très simple. C'est, je vais donc par défaut essayer de contacter les ActiveGet de environnement. S'il n'y en a pas, ou bien s'il n'y en a aucun qui me répond, je vais donc essayer de contacter celui de niveau supérieur. Et ça, ici, vous aurez donc ce qu'on va appeler les ActiveGet de type cluster, qui sont dans le niveau au-dessus. Et donc, ça, vous l'avez compris. En cas de non-réponse d'un ActiveGet de type environnement, il va essayer donc de contacter le niveau supérieur pour justement ne pas perdre des données. Et donc, le troisième niveau, c'est ce qu'on va appeler les ActiveGet de type embarqué. Et donc, comme vous le remarquez, quand on est sur les ActiveGet de type environnement, Dynatrace renseigne son port par défaut. Bien évidemment, vous pouvez changer, mais ça n'a aucune utilité. Parce que je suis arrivé dans certaines entreprises où des gens disent, pour des raisons de sécurité, je change le port. Non, ça, c'est pas de la sécurité. Parce que vous avez des outils d'analyse réseau qui permettent de sniffer pour savoir quel est le port d'écoute. Donc, arrêtez de dire que vous changez les ports pour de la sécurité. Quelqu'un te dit, mon cerveau écoute sur le port 22, je veux le faire passer sur le port 25, je veux le faire passer sur le port 30 pour des raisons de sécurité. Ce n'est pas de la sécurité. Donc, restez sur les ports par défaut. Ces changements de port ne vous font que créer des problèmes. Et ça, j'en ai vu dans des entreprises. Des gens changent de port, les ports par défaut. Et lorsqu'ils font évoluer leurs produits, ils ne se retrouvent même plus. Restez sur les ports par défaut. Changer un port par défaut n'a rien de sécurité. Ça, c'est ma petite remarque. Diront ce que veulent certains, mais ça, c'est mon point de vue. On ne change pas des ports par défaut pour des raisons de sécurité, parce que ce n'est pas de la sécurité.
Et donc, vous comprenez donc que à ce niveau, comme il s'agit des ActiveGet de type embarqué, Dynatrace renseigne aussi le port par défaut. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez, rien qu'à partir du OneAgent, vous pouvez déjà reconstituer l'architecture. Est-ce que je vais passer par un ActiveGet de type environnement? Est-ce que je vais passer par un ActiveGet de type cluster? Est-ce que je vais avoir des ActiveGet embarqués? Et donc, c'est comme ça que, rien qu'à partir de cet agent, je peux déjà connaître un peu l'organisation de mon cluster. Mais faites attention, certains disent que à partir de ça, je peux définir. Non. Parce que si je reviens de nouveau sur mon schéma, et ça c'est aussi une notion qu'on avait expliquée aussi dans une précédente vidéo, il y a dans Dynatrace ce qu'on appelle les network zones. Pourquoi est-ce que les network zones sont importants? Bon, beaucoup d'entreprises, quand j'arrive, les network zones ne sont jamais configurées. Ils ont laissé les network zones par défaut. Et donc, le fait de ne pas mettre des network zones, ça fait que le OneAgent va essayer de contacter tous les ActiveGet qui correspondent à sa zone. Ce qui va arriver, c'est que des fois, au sein même de l'environnement de production, vous allez peut-être séparer. Donc, vous aurez des zones réseau dans la production. Donc, dans la production, vous n'aurez pas une seule grosse zone de réseau. Dans la production, vous aurez plusieurs zones réseau. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si vous laissez la zone par défaut, ça veut dire que le OneAgent, dans chacun des agents, il va mettre l'ensemble des ActiveGet. Alors que des fois, vous allez créer au sein du même environnement, vous aurez plusieurs zones et donc vous allez créer des ActiveGet dans des zones différentes. Et donc, si vous ne définissez pas, certains vont se dire, il me suffit de faire un ActiveGet dans la zone 1 de prod, de mettre des ActiveGet dans la zone 2 et c'est bon. Non. Parce que si en plus vous ne définissez pas les network zones, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand la console va générer l'agent, s'il voit qu'il n'y a pas des sous-zones réseau, donc ce qu'on appelle les network zones dans Dynatrace, automatiquement chaque agent aura les ActiveGet qui correspondent à l'environnement. Alors que vous avez fait une séparation, il faut donc que les OneAgent d'une zone essayent de contacter les ActiveGet de sa zone. Et donc, pour que Dynatrace exclue aussi automatiquement les ActiveGet qui ne correspondent pas à sa zone réseau, je parle toujours en restant par exemple dans la prod, il faut définir les network zones. Et ça, beaucoup d'entreprises, quand vous arrivez, vous regardez leur configuration, ils sont dans les defaults. Et ça fait qu'un agent va essayer de communiquer avec tout le monde. Alors qu'au niveau réseau, il y a des cloisonnements et ça fait que des fois, vous allez surcharger vos agents parce qu'ils vont essayer à un instant de contacter. Bon, bien évidemment, quand il y aura pas de réponse, ils vont basculer. Mais ça fait quand même des tentatives de communication inutiles. Alors que si vous définissez simplement les network zones dans Dynatrace, automatiquement, quand l'agent est généré, on va automatiquement exclure les éléments qui ne correspondent pas à sa network zone. Et donc, si je veux terminer sur notre présentation, donc si je reviens sur notre élément, donc vous avez compris, c'est comme ça que le OneAgent peut s'exécuter sans avoir besoin de paramètres parce que dès que vous téléchargez l'agent, il vient avec toutes les informations qui sont nécessaires pour qu'il puisse organiser sa donnée. J'espère que j'ai essayé de répondre à toutes vos questions. Et donc, à ce niveau, dans le premier bloc, vous allez retrouver l'ensemble des ActiveGet de type environnement. Dans le deuxième, les ActiveGet de type cluster. Et dans le troisième bloc, les ActiveGet de type embarqué. Et donc, pour retenir, faites des network zones. Pour retenir, faites attention. Quand vous envoyez les données en direct, vous n'êtes pas en train d'envoyer en direct, vous êtes en train d'envoyer dans des ActiveGet de type embarqué. Donc, pour retenir, la console Dynatrace ne reçoit pas de données. Le seul moyen pour que votre console reçoive des données, elle doit passer par son API et en général, l'agent Dynatrace ne passe pas par l'API. C'est plus quand vous allez faire de l'open télémétrie, ce genre de choses, que vous allez passer par les API. Et la deuxième chose, c'est que pensez à bien définir ces paramètres et c'est ce que on va voir tout de suite. Quand vous travaillez avec l'agent Dynatrace, donc vous avez un certain nombre de paramètres. Donc ça, c'est aussi des choses que j'avais déjà expliquées dans une précédente vidéo. Donc lorsque vous allez installer, donc ici ça c'est le cas où c'est déjà installé et que vous voulez changer parce que vous êtes trompé. Donc vous remarquez donc bien que vous pouvez avoir installé un agent de hors prod avec sa configuration de prod. Et donc en cours de route, vous avez besoin de changer pour dire non, désormais c'est plutôt vers cet ActiveGet que tu dois envoyer. Et donc vous retrouvez dans la même option, le -7 serveur dans lequel vous mettez donc votre serveur de destination. Ça peut être un ActiveGet cluster embarqué et ainsi de suite. Si vous en avez plusieurs,
Dynatrace vous dit simplement de les séparer par des points-virgules. Donc si, comme on l'a vu dans l'exemple de tout à l'heure où on avait plusieurs ActiveGet, il suffit de mettre moins serveur et ensemble vous les séparez par des points-virgules. On a aussi vu le set tenante, donc vous marquez donc le tenant et là ici vous avez le token. Et comme on l'a aussi vu dans notre schéma, on avait aussi dit que vous pouvez faire un set proxy pour lui dire non, tes communications, il faut que tu les passes par le proxy. Et donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc, vous comprenez donc que quand vous êtes en train de setter tous ces éléments, vous êtes en train de setter l'environnement. Donc, si je reviens ici, voilà, c'est à ce niveau que Dynatrace vous explique. Quand vous prenez votre agent, vous faites le get server. Et donc, il vous rappelle bien que celui qui porte une astérix, donc quand il va vous répondre au niveau de votre résultat, donc vous voyez, il va vous répondre exactement comme ce que l'on a vu tout à l'heure. Mais quand vous parcourez, vous remarquez bien que ici, vous avez un astérisque qui se trouve ici. C'est pour dire que à cet instant où vous avez fait le get server, c'est celui-ci qui reçoit les requêtes de données qui ont été capturées. À côté de ça, je vous ai dit, vous pouvez setter le tenant parce que vous pouvez décider de prendre le binaire de prod et vous l'utiliser pour tout. Ça peut être dans le cas où vous avez un Ansible, mais vous ne voulez pas mettre un binaire par-dessus. Vous pouvez mettre un même binaire et derrière, quand il va se rendre compte que c'est l'environnement de recette, il fait le set tenant de recette. Quand il se rend compte que c'est l'environnement de prod, il fait le set tenant de prod. Et donc, Dynatrace vous explique comment est-ce que vous pouvez retrouver vos différents environnements. Et donc, il vous explique que si vous êtes plutôt sur un environnement que vous avez géré vous-même, donc vous aurez HTTPS. Ici, en général, ça va être votre domaine interne, je ne sais pas, dynatrace.recette.fr. Vous aurez le /e pour dire que vous êtes dans un environnement. Et ici, que vous aurez le tenant ID. Alors que si vous êtes plutôt sur un environnement Dynatrace SaaS, donc hébergé par Dynatrace, donc vous comprenez, donc ça va être une URL en dynatrace.com et c'est à ce niveau que vous allez retrouver votre tenant ID. À côté de ça, le tenant token, c'est le token qui permet de vous authentifier. Donc bien évidemment, il faudra aller dans l'environnement en question pour pouvoir récupérer donc ce token. Ça aussi, c'est une chose qu'on voit très peu dans les entreprises. C'est ce qu'on va appeler la rotation du token. Pourquoi? Parce que ce token-là, on a vu comment est-ce qu'on peut l'obtenir. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens ne font pas de rotation. Ils restent sur le même token. Pour des raisons de sécurité, des fois, les équipes de sécurité vont vous demander de faire une rotation. Et ici, Dynatrace vous explique la procédure pour faire une rotation. Et le bon point, c'est que Dynatrace, lorsqu'il fait ces rotations, vont vous permettre d'avoir les deux tokens qui vont fonctionner en parallèle. Ça permet que quand vous êtes en train de faire votre rotation, qu'il n'y ait pas d'agents qui sont encore sur l'ancien et qui essayent de générer de la donnée. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez faire votre rotation en toute tranquillité. Donc, pensez à faire les rotations de tokens pour des raisons de sécurité. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser les -7 serveurs, -7 tokens, -7 proxy pour personnaliser ces différentes informations. Et donc, à côté, si on veut finir avec notre petite présentation, donc si je veux revenir sur mon schéma, donc vous vous souvenez ici, compte tenu du fait que je sais que ici j'ai généré l'environnement, mon binaire de prod pour mon environnement de prod, et donc quand je l'installe ici, vous comprenez qu'il a le bon tenant, il a le bon token, il a les bons ActiveGet, mais la communication ne fonctionnera pas parce que cet agent va essayer de contacter des IP locales. Et donc vous comprenez, donc il vous faut, lorsque vous installez ici, vous pouvez récupérer le binaire de prod, ça vous permet de ne plus avoir besoin de gérer les tokens et les tenants et les tenants tokens, et donc vous les laissez tels quels. Mais il faut bien penser à mettre à jour le serveur avec un -7 serveur. Moi, je ne vous recommande pas d'éditer le fichier, ça ne sert à rien. Le fichier, lorsque vous allez l'exécuter, vous mettez juste un -7 serveur, ça va le surcharger. Et donc, dans ce -7 serveur, vous commencez déjà par -7 proxy, puisque comme vous l'avez vu dans notre exemple, on a dit qu'on traverse un proxy. Donc, vous pensez bien faire un -7 proxy. Et donc, c'est comme ça que cet agent comprend qu'il faut qu'il renvoie d'abord ses requêtes vers un proxy. Et ensuite, maintenant, pour que la communication, une fois qu'on est au proxy, puisse faire ce chemin jusqu'à arriver ici, vous allez donc faire -7 serveurs. Et donc, c'est là que les choses se complexifient. Et c'est là que ça devient important de comprendre. Parce que cet agent, il connaît, par exemple, l'IP du NAT côté du fournisseur, puisque là, on est côté du fournisseur, mais il ne connaît même pas cette IP. Donc, le -7 serveur, comment est-ce que vous allez savoir? Il faut mettre une IP qu'il va pouvoir joindre. Et donc, le -7 serveur, ce n'est pas l'IP de la console,
Le -7 serveur, ce n'est pas l'IP de votre cluster puisqu'il n'accédera jamais à ces deux IP. Ce sera jamais le -7 serveur vers l'IP de votre ActiveGate de type environnement. Je vous ai dit, dans ce scénario qu'on a présenté, on a un double NAT, puisque le fournisseur fait son NAT et l'entreprise fait son NAT. Et donc, ça ne sera non plus jamais l'IP d'ici. Et donc, ce qui est fait par les équipes réseau, c'est que les équipes réseau, quand on fait du NAT, on fait en général des tables de correspondance. Et donc, quand une information va arriver sur une IP côté NAT fournisseur, ça va automatiquement être dirigé vers son équivalent côté NAT de l'entreprise. Et donc, le NAT de l'entreprise va aussi faire une équivalence. Et donc, vous comprenez que si je tape sur l'IP de ce NAT, à une IP bien précise, il comprend que je dois envoyer sur une IP bien précise de ce NAT. Et cette IP de NAT bien précise, on va lui dire, pour cette IP précise, tu envoies vers, par exemple, le cluster. Et donc, c'est comme ça que cette partie-ci, ce n'est plus du domaine de Dynatrace, c'est du domaine du réseau. Ça n'a rien à voir avec Dynatrace. Ça, quand on fait du NAT, ça, les équipes réseau, ils sont au fait de ça. Donc, quand vous allez vous rapprocher de vos équipes réseau, ils vont vous donner une IP. Et donc, cet agent, en fait, quand vous allez faire le -7 serveur, vous allez lui donner plutôt cette IP. Donc, l'IP du NAT côté fournisseur. Et donc, quand cet agent va essayer d'envoyer une information, donc bien évidemment, vous faites cette proxy pour qu'il ait le proxy pour savoir que j'envoie au proxy. Le proxy va renvoyer vers cette IP et donc votre paquet est arrivé ici. À ce niveau, on n'est plus dans le monde du Dynatrace, on rentre dans le monde du réseau. Et donc, comme l'IP, comme l'élément va arriver avec l'IP de ce fournisseur, comme je l'ai expliqué, cette IP va faire donc le transfert vers l'IP qui correspond au fournisseur. Maintenant, vos équipes réseau en interne vont donc faire cette correspondance et c'est comme ça que cet agent connaîtra donc par exemple le cluster ActiveGate et donc ça vous permettra que votre information arrive au cluster ActiveGate et le cluster fera ce transfert. La question qui va souvent se poser comme sera en entreprise, c'est une fois que je sors de cet espace, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie vers un cluster ActiveGate ou est-ce que j'envoie vers un environnement ActiveGate? Ça, c'est des organisations propres à vous. Vous pouvez décider au niveau de votre organisation de faire donc cet équivalent pour dire si tu viens avec tel IP, j'envoie ici. Si tu viens avec tel IP, j'envoie ici. Mais ce qui est souvent le plus simple pour les équipes réseau, c'est qu'ils ne veulent pas faire ils ne veulent pas que la table grossisse beaucoup. Et c'est là que vient l'intérêt du cluster ActiveGate parce que si des équipes réseau vous disent que vous pouvez faire autant de nouvelles correspondances que vous voulez, le plus simple, c'est vous lui dites cette IP, je l'envoie en prod, cette autre IP, je l'envoie en prod. Et ça fait que le set serveur qu'on met ici va correspondre à la prod puisqu'on est ici sur la prod. Et le set serveur qu'on fera ici va correspondre au prod. Mais des fois, les équipes réseau vont nous dire, mais si pour chaque projet, je dois démultiplier. Et c'est là aussi l'intérêt d'un ActiveGate de type cluster parce que à ce moment, le set serveur que je fais pour celui-ci, va envoyer ici et le -7 serveur va envoyer. Et donc, les deux auront donc le même 7 serveur. Et donc, quand l'information arrive ici, Dynatrace va se baser sur maintenant plutôt le tenant ID. Et c'est comme ça qu'à partir du tenant ID, il envoie l'information de prod en prod et l'information de recette en recette. Donc, il y a la partie Dynatrace, il y a la partie réseau, mais pour bien comprendre et mettre en place de belles architectures, des architectures fonctionnelles, des architectures performantes, parce que comme j'ai dit, dans certaines entreprises, ils ne définissent pas le network zone et ça fait qu'il y a des tentatives de connexion qui sont inutiles. Et donc, si vous maîtrisez bien le fonctionnement de vos agents, si vous maîtrisez bien les -7 serveurs, -7 proxy, -7 network zone, tout ce genre de choses, vous allez faire des architectures performantes qui ne sont pas là pour faire des appels inutiles. Et donc, j'espère que j'ai répondu à vos différentes questions. Et donc, pour résumer, il faut bien retenir qu'on a 3 types d'ActiveGate, embarqué, environnement et cluster. Les ActiveGate de type cluster et les ActiveGate de type environnement ont par défaut le port 9989, ce qui est différent du port 8443. L'autre chose à retenir ici, c'est que une console Dynatrace n'est pas conçue pour recevoir des données d'un OneAgent. Si vous voulez envoyer les données du OneAgent en direct vers la console, en fait, vous n'êtes pas en train d'envoyer vers la console. C'est pour cela que vous remarquez donc que le port par défaut de votre console ainsi que le port de vos ActiveGate embarqués sont donc différentes. Et donc, ça fait que si vous avez créé votre cluster Dynatrace avec par exemple 3 serveurs, chacun des serveurs aura donc son ActiveGate embarqué. Et donc, c'est comme ça que vous aurez donc aussi 3 IP
d'ActiveGate embarqué. Si vous avez un cluster de 5 machines, chaque nœud de votre cluster aura son embarqué. Et ça va être renseigné. On l'a vu dans le fichier où est-ce que Dynatrace vient renseigner cette information. Et c'est comme ça que l'agent peut être déployé sans configuration, parce que compte tenu du fait que vous le générez depuis la console lui transfère l'information au niveau organisationnel pour qu'il obtienne le chemin le plus optimum pour rapatrier sa donnée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les éléments qui ne vous semblent pas clairs. N'hésitez pas en commentaire les cas que vous avez rencontrés en entreprise. Et comme je le dis toujours, c'est à partir des cas, c'est à partir des discussions, c'est à partir des échanges que je construis mes vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Des commentaires, ça nous aide aussi à nous améliorer. Ça nous encourage aussi à continuer. Donc à bientôt. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo. Ça peut aider pour réussir vos certifications. À bientôt pour la prochaine vidéo.